Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien, nous c'est le cas, et je suis accompagné pour cette nouvelle émission. Vous le savez, comme toujours, ça ne change pas, par mon compère, mon comparse, mon complice. C'est Damien, comment ça va aujourd'hui ? Eh ben ça va très bien, ravi d'être avec toi, de partager ce moment évidemment, ravi de vous avoir avec nous. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est toi qui t'y colle. Voilà, vous savez, Yes, des sir. fois, on travaille un petit peu à tour de rôle. Et Damien, aujourd'hui, tu nous as concocté une petite émission consacrée au président des clubs de Première Ligue. C'est vrai que c'est un aspect sur lequel on ne s'attarde pas toujours, mais qui a son importance. Et écoute, je te laisse la main avec grand plaisir, surtout après une belle plâtrée de lasagne qu'on vient de s'enfiler. Voilà, je vais roupiller un peu et je n'hésiterai pas à rebondir si jamais, mais à toi l'honneur. Eh ben bonne sieste et ouais Merci. je vais essayer de vous parler du coup pour ceux qui nous écoutent régulièrement. On parle toujours de clubs qui travaillent bien ou moins bien et ça passe aussi évidemment par la direction. Je pense que on s'y attarde beaucoup moins parce qu'au final ça reste un petit peu plus ténu, hein. C'est pas ceux qui sont mis sur le devant de la scène, c'est pas ceux qui sautent quand ça se passe mal. Par contre, c'est ceux qui décident et c'est ceux qui gèrent aussi le portefeuille. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. J'ai essayé de faire une petite enquête, je suis pas journaliste, mais une petite enquête de fond. On va parler voilà, de tous les clubs de Première Ligue. C'est une liste non exhaustive. Il y a des fois où j'ai vraiment des infos, il y a vraiment des choses où je suis allé vraiment creuser, et il y en a certains sur lesquels, même en cherchant, en essayant, j'ai trouvé moins d'informations. Donc voilà, ça sera plus ou moins court selon évidemment les profils de chacun. Très bien. Et pour on se rendre compte que la Première Ligue, enfin en tout cas moi dans mon esprit, quand j'ai commencé à regarder la Première Ligue, j'imaginais à chaque fois des propriétaires anglo-saxons, britanniques, tu vois, dans l'esprit, proches de leur fanbase, proches du club. Les choses ont un peu changé depuis. Comme dirait Kiki, le foot, il a changé. Oui, tout à fait. Donc on va commencer par Arsenal. Je fais dans l'ordre alphabétique. Ok, Voilà, très pour bien. simplifier les choses. Donc Arsenal, on est avec Stan Kroenke, ou Kroenke, selon les prononciations. Je vais essayer de pas trop écorcher les noms. On est sur un propriétaire américain qui possède également quelques franchises US. On va avoir les Rams par exemple, les Nuggets, donc football US et NBA. Ok. Il est propriétaire également de Walmart. Voilà. Excuse, Ouais. voilà, petite épicerie. société, voilà, exactement, petite société américaine, voilà, qui fait pas énorme. Je vais à chaque fois essayer d'expliquer aussi un petit peu le budget qu'ils ont investi dans le club. Là, on est sur un bon 17 milliards Ah oui. d'euros. C'est sa fortune voilà, perso, en tout cas, c'est ce que lui dit avoir. Donc voilà, ça fait déjà un joli portefeuille, très honnêtement. Et on peut dire que c'est un président qui travaille bien depuis des années, puisqu'il n'est pas très interventionniste. Il regarde plus les choses se faire. Par contre, il sait remettre un peu d'argent au pot quand il le faut. Voilà, il y a eu la création de l'Emirates, il y a eu confiance à Arteta depuis. Donc honnêtement, pour moi, on est sur un président US, mais voilà, qui est un peu comme ma courte par exemple à l'OM. Voilà, plutôt dans ce qui se fait de bien quand on va chercher, quand on parle de propriétaire en tout cas. Ok. On va changer, on va passer sur les Villains et sur Aston Villa. Aston Villa, c'est V-Sports. Donc V-Sports, c'est une compagnie holding qui est scindée par deux investisseurs principaux. Nous avons Nassef Sawiris, qui est égyptien, milliardaire, homme d'affaires, politique égyptien, très discret. Voilà, on le voit de temps en temps pour voir pour venir assister au match des Villains, mais assez discret. Il est accompagné par un autre investisseur dans une holding aussi américaine, c'est Wes Edens. Donc eux, voilà, ils administrent V-Sport exclusivement, ou presque exclusivement, des clubs de foot à travers l'Europe. Ok. Il y en a au Portugal, il y en a en Grèce, voilà, c'est leur fonction principale, c'est vraiment le sport et surtout le foot. Ok. On continue, on part à Bournemouth cette fois-ci avec William Foley, propriétaire du Fidelity National Financement. Donc là, c'est une sorte de fonds d'investissement, en tout cas. Là aussi, on est sur un propriétaire américain. Il a aussi la team de hockey de Las Vegas. Ok.
Donc pardon, pour Aston Villa, j'en revenais, c'était 10 milliards La fortune. de fortune estimée pour le club. Petit pécule, sympa. Oui, ça reste gentil, hein. On est sur des petits montants, hein, évidemment. Et pour ce qui est de Bournemouth, du coup, voilà, j'ai pas vraiment plus d'informations sur lui. Pareil, assez discret, hein, pas très interventionniste. Et on est sur 2 milliards. Donc là, on voit aussi que en fonction du club, là, Bournemouth, il y a un vrai décalage entre les deux premiers que j'ai cités, entre Arsenal et Aston Villa. Un peu moins d'argent. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça travaille bien. Peut-être. Possiblement. Okay. Il y a le lien aussi avec Lorient, du coup. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, parce que du coup, c'est une multipropriété. Donc, Bournemouth et Lorient, c'est vrai, tout à fait. Et aussi en France, et je crois qu'il y a un autre club. Je n'aurais pas le souvenir d'où, mais je crois que c'est une multipropriété avec trois, mais ça reste une petite, enfin, à taille humaine. C'est pas City, quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est pas une galaxie. Pour Brentford, nous avons Matthew Benham. Lui, il a fait fortune dans une société de paris en ligne, des paris sportifs. Il a investi parce que c'est son club de cœur. Voilà, Brentford, il a toujours adoré le club et il en a fait quelque chose de très bien parce que du coup, c'est grâce à lui aussi que Brentford remonte en Première Ligue il y a quelques années. Lui, évidemment, le travail de Thomas Frank et de la cellule de recrutement, évidemment. On est sur 280 millions d'euros de fortune personnelle. Pas énorme par rapport aux autres c'est vrai. présidents, mais voilà. Et puis c'est un profil qui sort un petit peu de la norme, puisque du coup, on est vraiment sur un mec qui s'est construit un petit peu différemment. Et puis fortune perso, donc voilà, pas d'autres investisseurs, lui tout seul. On va aller un peu dans le même esprit à Brighton, avec Tony Bloom, évidemment, alias The Lizard, le mec ancien joueur de poker professionnel, très connu dans le milieu, hein, évidemment, qui a monté sa société de paris sportifs également. Donc, belle fortune. Et ensuite, il a fait vraiment plein d'investissements un peu malins. Et je trouve que du coup, le côté Brighton sur la data, ça vient aussi justement de ce côté-là à lui, qui a voulu sortir un petit peu des normes et du classique, on va dire, président d'un club de foot. C'est-à-dire que lui, il a vraiment voulu s'investir aussi dans le projet de Brighton en justement développant un petit peu la data, les analyses dans ce sens-là. Là, on est sur 1,3 milliard de fortune personnelle. Pas trop mal pour un joueur de poker. Quand tu passes le milliard, déjà... Ça commence à être pas mal. Burnley, malheureusement, j'ai pas eu énormément d'informations. Je sais que c'est Alan Pace, propriétaire avec une société qui est ALK Capital Unlimited, quelque chose comme ça. Donc pareil, fonds d'investissement. Mais alors lui, par contre, à part sa photo, j'ai réellement pas grand-chose. C'est assez ouf. Je sais qu'il est homme d'affaires, mais j'en sais pas plus à Burnley. Très investi apparemment dans le club. Lui, il est tout le temps là. Il voit quasiment tous les matchs, mais voilà, pas très très famous. Est-ce que c'est bon signe ou pas de pas trouver d'infos sur le gars? Je sais pas trop. Et puis ouais, Burnley, c'est pas forcément. Moi, j'aurais bien vu ça à la tête d'un gros capital américain ou quoi, tu vois. Et là, il y a pas trop. J'ai même pas la fortune personnelle estimée parce que on n'en parle pas des masses. Donc voilà, Burnley, ça reste encore un peu, je pense, confidentiel, ou alors c'est moi qui ai mal cherché, c'est possible aussi. Faut pas penser que voilà, on est journaliste non plus, mais voilà, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. On poursuit avec sûrement un de nos petits chouchous, Chelsea, et le fameux Ted. Ted Boehly. Voilà, donc lui, consortium Blueco. On est sur grosse holding, fonds d'investissement américain dans énormément de sociétés de business différents. C'est énorme, hein. On est sur du 16 milliards. Donc, grosse compagnie. Là, tout à l'heure, on parlait de gens qui travaillent plus ou moins bien. C'est pas tant le problème. Ted Boehly, il a dans sa tête un modèle économique très américain. Et il l'a créé ici, en tout cas, il l'a créé à Chelsea. Qu'on aime, qu'on adhère ou qu'on adhère moins. N'empêche que voilà, il y a des résultats en face. Je dis peut-être pas forcément sportif pour l'instant, économique en tout cas, ça c'est sûr. Il a fait bouger les lignes, il sait pas ce que c'est qu'un hors-jeu, ça c'est sûr, mais à côté de ça, il nous fait marrer. Et puis c'est surtout que, mine de rien, Chelsea découvre énormément de gros talents. Et aussi sponsor financier de Brighton, du coup, puisque Brighton se fait la cerise chaque année grâce à eux. Donc non, c'est différent. On est vraiment sur la multipropriété, je dirais assez saine quand même avec Strasbourg. Ça marche plutôt bien.
dans un sens. Après, voilà, il y a beaucoup d'allers et de retour. Enfin, beaucoup d'allers et de retour. Il y a beaucoup d'allers et de retour. Il y a beaucoup de joueurs qui Il partent. y a un vrai lien pratiquement de subordination entre les deux quand même. Oui, oui. Alors après, moi, je suis pas là pour dire à la place de Strasbourg. Parce que on sait qu'en ce moment, ça fait beaucoup polémique ce que les supporters strasbourgeois en pensent. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt sain dans un sens, c'est-à-dire que Chelsea envoie leurs joueurs pour une raison. C'est aussi pour éviter un peu le fair play financier anglais, voilà, ce genre de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne, en tout cas avec Strasbourg pour l'instant, sur le plan sportif. Sur le plan des valeurs et sur un autre... Là, je ne jugerai pas, parce que c'est pas à moi de le faire, mais dans un sens, c'est vrai que sportivement parlant, ça marche pour les deux clubs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Nous partons ensuite à Crystal Palace, club que j'aime tout particulièrement. On va retrouver Steve Parish, que l'on voit très très souvent au stade. Donc businessman britannique, il fait fortune dans l'infographie. Il dirige un consortium qui acquiert Palace, qui sauve le club il y a quelques années de ça. Il partage l'actionnariat, je vais y arriver, avec Stephen Browett et Jeremy Hosking. Donc c'est deux autres hommes d'affaires, enfin ils sont même plusieurs, ils sont 5 en tout et pour tout, tous américains. Voilà, homme d'affaires, on est sur 5,5 milliards d'euros, sachant que Steve Parish, c'est lui le décisionnaire principal, je dirais. Les parts sont partagées quasiment à égalité, mais voilà, c'est celui qui a le plus de décisions, parce que c'est lui qui a créé le groupe pour reprendre le club, en tout cas. Ok. Et toujours très classe quand il est au stade. À chaque fois que je le vois, franchement, un coupe impeccable, costume parfait. Il est soigné. Très soigné, très soigné. Ensuite, on file à Everton avec la famille Friedkin, donc le Friedkin Group Consortium. Eux, c'est différents business, concession de voitures de luxe, gros resort aux États-Unis. Ils ont des hôtels aussi dans les Caraïbes. Donc voilà, dans un business en tout cas qui donne envie. On est sur 7 à 8 milliards de dollars pour cette firme-là. Également multi-propriété, puisqu'ils détiennent la Roma, évidemment, en Italie. Donc pareil, encore une fois, américains. Et encore une fois, on leur laissera un peu de temps pour voir, parce qu'ils sont c'est un peu frais pour Everton. Ils ont déjà fait un peu bouger les choses, mais voir comment ça va se passer, je suis curieux de savoir. On a fait une émission il n'y a pas si longtemps, justement, avec Mathéo sur Everton, qui était vraiment cool. Et je pense que c'est intéressant de leur laisser du temps pour voir sur quel genre de multipropriété on va partir avec eux. Ouais, c'est vrai. Là, nous partons à Fulham avec Shahid Rafik Khan, propriétaire des Jaguars de Jacksonville, américano-pakistanais pour lui. Il a fait fortune avec une toute petite société dans les pièces automobiles. Ok. Il y a quelques années de ça. Il a fini par la racheter. Donc, le mec travaillait vraiment comme un employé, un ingénieur un petit peu, tu vois, mais assez lambda. C'était une très grosse boîte. C'est Check and Out, je crois, une connerie comme ça, le nom de la boîte. Et il a fini par la racheter il y a quelques années. Donc, on estime sa fortune perso à environ 8 milliards de dollars. Ah ouais. Donc, très très grosse réussite pour lui. Et pareil, il vient souvent au match de Fulham apparemment. Moi, j'ai jamais eu de zoom sur lui ou quoi dans les matchs que je regarde, mais apparemment, c'est quelqu'un qui s'entend très bien avec les joueurs, en tout cas, qui laisse le club vivre comme il le faut, qui investit juste quand il y en a besoin. On va ensuite à Leeds. Alors là, c'est un peu différent. Leeds, on est sur 49ers Enterprises, donc comme la franchise américaine de football US, et Red Bull. Ouais. Parce que du coup, ils ont racheté une bonne partie des parts il y a quelques années de ça. Donc pareil, on est sur... Là, c'est encore un peu différent, parce qu'entre la multipropriété européenne et le côté américain. Donc à voir aussi comment ça va se passer. Ils sont remontés en première ligue. Ouais, j'avoue. Après, le modèle Red Bull a bien marché pendant longtemps. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'ils veulent réellement avec Leeds se positionner de la même façon. C'est-à-dire... club formateur dans un premier temps, et puis ensuite envoyer un peu les pépites à droite et à gauche, sachant que voilà, tu avais Salzbourg, un peu le centre de formation, on va dire, de Leipzig par exemple. Je ne sais pas s'ils veulent fonctionner exactement dans ce sens-là, sachant que maintenant vous avez aussi le PFC en France qui est administré, et tout ça, Red Bull est administré par un grand copain à toi, une légende en tout cas. Jürgen. Exactement. Donc là on est sur 7 milliards de dollars environ. Donc grosse famille, hein. C'est une femme qui dirige le 49ers Enterprise. C'est une américaine également.
On part à Liverpool. Hmm. Avec Toujours les Américains. toujours des Américains. C'est John Henry et Tom Werner. Donc c'est Fenway Sports Group Holding. Donc pareil, franchise dans différents sports. Sport US, on va avoir la NHL, on va avoir la MLB, pardon, la NASCAR aussi, où ils sont très présents. Alors, il y en a énormément des investisseurs chez Fenway, LeBron James en étant un également. Voilà, c'est un très très gros groupe. La fortune est estimée à environ 13 milliards. Je pense que s'il faut demander une petite rallonge, il y en a bien un qui peut rallonger. À mon avis. Même si LeBron a dit... revenir, quoi. Ouais, c'est ça. Même si LeBron a dit la dernière fois qu'il était fauché dans une interview il y a pas longtemps. Ah bon? Oui, parce qu'apparemment, il a dit on m'offre tout, donc moi j'ai pas d'argent. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il a pas de thune, ses enfants apparemment seraient plus riches que lui. Ah ouais, ok, bon, beaucoup peut-être. Hein. Ouais, c'est ce qui se dit. Nous partons ensuite à Manchester City avec Abu Dhabi United Group en grande partie. On est sur environ 80-90% des parts. Et Silver Lake également, qui est un fonds d'investissement. Devinez. Américain? Ouais, pas mal. Ouais. Bien joué. Au hasard. Par exemple. Et donc pour Abu Dhabi, c'est la famille Emirati évidemment d'Abu Dhabi. Donc là, quand on veut estimer la fortune, c'est compliqué. En termes de transparence, ouais, pas sûr qu'on soit sûr. Oui. Aussi. Et puis encore une fois, là, on est sur même pas une multipropriété, on est sur une galaxie. Donc en fait, ils se permettent de faire voyager les fonds et les joueurs un peu comme ils le sentent, comme ils le veulent. On sait que le procès du siècle est en instance. On est censé avoir un... Alors, je sais pas quand cette émission sortira. Là, au moment où on enregistre, on est 12 octobre. Et on est censé avoir un premier retour ce mois-ci. Mais bon, ça fait un moment que c'est reporté, donc... En fait, vu que c'est un peu un puits sans fond, je pense que les avocats ils sont très bien payés et que leur rôle c'est de faire durer les choses, donc il y a moyen que ça dure encore un petit peu. N'empêche que voilà, ils estiment entre 20 milliards, moi je pense que c'est un petit peu plus parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité là-dessus. Voilà, on est sur le genre de multi où, bon, sportivement, ça marche. Éthiquement, est-ce que c'est bien ? C'est quand on est sur des propriétaires État, en fait. On n'est pas sur des sociétés. Là, tout à fait. Même si on peut partager, mais c'est vrai que l'État domine un maximum, comme le PSG. C'est vrai que bon, ça change un petit peu la donne. C'est difficile quand tu es, par exemple, Bournemouth, de venir concurrencer un mastodonte comme celui-ci. Bien sûr. Là, on va aller avec Manchester United et la famille Glazer. J'essaie de le chuchoter parce que je veux pas qu'ils m'entendent. donc la famille Glazer qui détient la majorité des parts, elles sont partagées avec Sir Jim Ratcliffe. La famille Glazer a encore la majorité des parts. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que pendant longtemps, mais oui, c'est ok, ils ont encore la majorité des parts. Ils ont encore la majorité des parts et Jim Ratcliffe n'a pas pu acheter plus que... En tout cas, il n'a pas pu acheter la majorité, il en a un petit peu moins. Ok. Je sais pas si c'est bien d'ailleurs, si c'est un mal ou si c'est un bien. C'est quand même lui qui est quand même aux commandes finalement. Oui, parce que les Glazers en fait ils sont, alors eux, ils sont tout le temps dans l'ombre. Ils veulent jamais être dans la lumière, même si vraiment depuis qu'ils sont aux commandes, c'est difficile quand même. On se rend compte que Manchester n'est plus le Manchester qu'il était avant. Bien sûr. Sir Jim Ratcliffe, tout le monde le sait, c'est son club de cœur depuis qu'il est très jeune. Il est fan de Manchester, donc. Pour lui, c'était un petit peu comme un devoir d'essayer de ramener le club un peu au sommet. Bon, pour l'instant, on attend toujours que ça fonctionne. Est-ce qu'on a confiance en Ineos ? Je ne sais pas. On verra. Honnêtement, on va laisser du temps. On est sur environ 20 milliards d'euros également. Donc, très jolie fortune personnelle. Et encore une fois, je pense que s'il faut demander une petite rallonge, c'est possible. Hein, on le voit bien tous les étés ou tous les hivers. L'argent arrive, donc ça c'est pas tant un problème, et pourtant on réduit la bouffe à la cantine. Ineos qui est très présent dans plein de sports. Bien sûr, la voile, le vélo, le cyclisme, il y a énormément de sports. Formule 1 aussi, bien sûr. Ils sont multisports, alors avec de la réussite pour certains domaines, avec moins dans d'autres. Voilà, ça reste un groupe quand même assez performant normalement en général. Propriétaire de Nice et de Lausanne en Suisse. Exactement. Aussi. Bon, Nice, faut pas trop le dire aux Niçois quand même. Parce que... Lausanne, alors cette année, ça c'est un peu mieux tourné là depuis 2 ans, mais il y a encore quelques années, pour être allé une fois voir un match dans le cadre d'un petit reportage à Lausanne, et d'avoir discuté un peu avec les supporters, ça respirait pas la joie de vivre. Là, si tu veux, tes supporters niçois, tu peux l'avoir mauvaise parce que Ratcliffe l'a dit lui-même, il s'ennuie quoi quand il est à Nice. Il a dit je m'ennuie devant les matchs, ça ne m'intéresse pas quoi. Alors écoute. Mais c'est toujours sympa d'entendre ça de la part de son président. Oui, tout à fait. C'est super agréable.
Enfin, président. Ça donne des motifs d'espoir. Oui, exactement. On continue, on va monter dans le nord de l'Angleterre, on part à Newcastle. Alors là, attention. Ouais. Attention les yeux. Là, c'est le PIF, donc le Public Investment Fund d'Arabie Saoudite. Donc là, les gars, là, il n'y a rien à faire. là, ils sont au-dessus. Hein. On est sur une fortune estimée à 620 milliards d'euros. On est sur le club le plus riche du monde. Ouais, clairement. Et puis, abyssalement. Enfin, réellement, il y a eux et les autres. Quoi. Ouais. Enfin, là, c'est incroyable. Il y a quand même deux frères qui sont aussi dans l'actionnariat. C'est les frères Reuben, RB Sport, du coup. Sport et médias, ils ont un peu des deux. Ils ont fait fortune dans la métallurgie il y a longtemps, parce qu'ils sont assez âgés. Ils avaient des propriétés en Russie, du coup, pour créer leur métal. Et ils ont été obligés de quitter la Russie et de vendre ces sociétés-là pour justement créer des sociétés de médias et autres. Ok. Parce qu'ils ont eu pas mal de scandales là-bas en Russie. Des scandales financiers avec beaucoup d'argent en jeu. Donc du coup, ils se sont vite retirés du game très vite et ils ont vite revendu leur part. Bon. Encore de belles histoires, ça. Oui, non, c'est toujours cool de savoir que du coup, une partie de ton actionnariat... Oui. Voilà, mais c'est pas fini, vous inquiétez pas. Bon. On part à Nottingham Forest, évidemment, avec un de nos chouchous, je pense, oui, le Evangelos Marinakis. Très joli prénom. Evangelos, voilà, Évangile, c'est très très joli, mais c'est pas un enfant de cœur. Donc lui, c'est pas mal, hein. Homme politique grec dans un premier temps, puis businessman, fortune personnelle familiale. Hein. Son père était également... armateur, non ? Oui, aussi, tout à fait. Ok, j'avais ça une fois. C'est là d'où vient une grosse partie de la fortune, mais son père était également élu. Ok. Donc responsable surtout du Pirée. Le Pirée, Athènes, le port. Bah oui. Voilà, et... Voilà, donc il y a pas mal d'histoires et de scandales autour de ce sulfureux et volcanique président, hein, qui n'a pas la langue dans sa poche, ça c'est sûr. On a des soupçons de corruption, on a des malversations, on a des matchs truqués en Grèce, pas mal. Il a été aussi accusé, alors encore une fois, hein, accusations. Ce sont des accusations. Il était accusé d'avoir plusieurs fois organisé des actes de violence envers des supporters. Voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais en termes de déstabilisation d'adversaires, c'est pas mal quand même. On a quoi d'autre ? Poursuivi par la justice grecque pour appartenance à une organisation criminelle, ainsi que, parce que c'est pas tout ça, détention et trafic de drogue. Ah, très bien. Voilà. Donc on est sur un président... somme toute correct. Oui, tout à fait. Conseillé personnellement par Christian Carambeu, qui est un de ses conseillers, qui est vraiment un de ses conseillers officiels, je crois, à l'Olympiakos. Incroyable. Christian Carambeu. Voilà. J'ai lu dans le dernier SoFoot. Ok. Voilà. Mais tu vois, j'avais pas l'info et puis surtout, directeur sportif, Edu, là-bas à Nottingham, il a une vraie cellule autour de lui, hein, réellement. Voilà. Et comme coach, Ange, Evangelis et Ange. Alors peut-être qu'au moment où cette émission sortira, ça sera peut-être plus le cas. Parce que là, Ange, on est toujours au 12 octobre et sur une magnifique série de 7 défaites et un match nul en 8 matchs, un truc comme ça. Enfin bref, ça se trouve, cette émission qui sortira peut-être dans 3, 4, 5 semaines, peut-être qu'il n'y aura plus d'Ange. Voilà. Peut-être qu'il ne sera plus là. On estime leur fortune personnelle à 4 milliards d'euros, ce qui est somme toute rondelet pour un grec. Oui, je voulais pas le dire, mais merci. Cadeau. Voilà, exactement. On va partir ensuite à Sunderland avec Kirill Louis-Dreyfus. Oui. On a fait une très belle émission également sur Sunderland qui était vraiment intéressante. Donc là, ils sont deux. Donc il y a Kirill, du coup, le fils de feu Robert Louis-Dreyfus, donc ancien président de l'OM, président suisse. Donc lui, il a double nationalité franco-suisse. Et Juan Sartori, qui est un Uruguayen. Donc 64 pour Kirill apparemment, 64-36 à peu près comme ça que les parts se divisent. Donc les deux font partie un peu plus ou moins du même business, hein. On est sur de l'agroalimentaire énormément, pêche, transport également beaucoup. Voilà, dans plein de business, dans plein de pays différents.
pour Juan Sartori, il est également homme politique très suivi en Uruguay, pas très très loin de la présidentielle il y a quelques années de ça. Ok. Voilà, 2,1 milliards, ce qui est pas trop mal pour Sunderland, pour un club qui revient. On a bien vu les investissements qu'ils ont fait. Et là, par contre, on est sur, en tout cas pour Kirill Louis-Dreyfus, un président très présent. Voilà, lui, on le sent, hein, il aime ça, il a vraiment ça dans le sang. Et jeune. Ouais, très jeune. Et pareil pour Juan Sartori, je crois que c'est une quarantaine d'années, tu vois, 45 max. Donc on est vraiment sur des présidents qui s'investissent énormément et qui décident de tout, de la planification sportive, de plein de choses. Et ouais, c'est un petit peu la nouvelle vague, un petit peu entre le président et le directeur sportif dans l'esprit. Et je pense qu'ils sont un peu dans cet esprit-là. On va poursuivre avec un club qui est cher à mon cœur, celui de Tottenham. On va retrouver Joe Lewis, évidemment, comme président du groupe Enic Society. C'est une société d'investissement britannique dans énormément de domaines, surtout dans le domaine pharmaceutique. Sachant que 20% des parts appartiennent encore à l'ancien président. Oui, il n'est pas décédé. Il est mort à tes yeux. Oui, non, pas mort à mes yeux, mais en tout cas, voilà, il a encore le droit. Oula, j'ai tout cassé. Oui. Il a encore ses 20% de parts, donc il a été remercié gentiment, poussé à partir du board, mais il possède encore 20% des parts. Et Joe Lewis, un jeune homme, j'allais dire, mais non, il est très vieux et un peu obscur comme personnage, puisqu'il a été donc il vit aux États-Unis, mais il est anglais. Il doit avoir bien 95 ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Ouais, non, il est très très vieux. Ah oui. Et c'est sa famille qui gère sa fortune et tout, mais lui, il a été innocenté. Il est sous tutelle. Ouais, je pense que ce curatelle, il a été innocenté il y a innocenté. Il a payé une très grosse amende pour éviter d'aller en prison il y a quelques années de ça, il y a 1 an ou 2, pour délit d'initié financier, voilà. Énormément de problèmes juridiques de par ses multi-business, donc encore une fois, on aime ce genre de président. 6 milliards d'euros estimés, sachant que le nouveau board de Tottenham va encore investir là sur les prochaines années. C'est ce qui se dit, c'est que le club veut changer un peu de dimension. Ok. En tout cas. Si on part à West Ham, là ça peut être un peu croustillant. On a 3 propriétaires différents, David Sullivan qui est gallois, Daniel Kretinsky qui est tchèque et Vanessa Gold britannique. Donc, on va parler de Sullivan parce que c'est le mieux quand même. David Sullivan, ancien patron de médias britanniques, genre Daily Mail et Daily Sunday, je crois. Ok. Mais en premier lieu, il fait fortune dans le porno. Et ça, voilà. C'est cool. Et il leur fallait un. Et évidemment. Donc, ancien réalisateur, photographe, voilà. Ah oui, il a vraiment travaillé au plus près du. Il était dans l'action. Ok. Si je peux dire comme ça. Mais voilà, grosse fortune galloise en tout cas. Ensuite, Daniel Kretinsky, c'est un avocat et businessman d'une société énergétique en République tchèque. Le nom est incroyable. Ouais. Kretinsky. Ouais, c'est pas mal. Et on a Vanessa Gold, donc elle, c'est la femme de l'ex-propriétaire de West Ham, qui est décédée il n'y a pas très longtemps de ça, en 2023. Donc elle a juste. C'est une businesswoman anglaise, britannique, mais elle a récupéré surtout pas le job, mais la place de son mari au board. Femme d'affaires qui a également réussi dans les médias. On estime leur fortune à tous les 3 à 15 milliards d'euros. Donc pas mal aussi. On part ensuite et on terminera avec Wolverhampton. Donc les Wolves, c'est Fosun International Limited. C'est un conglomérat chinois. Donc là, on a énormément de marchés, également marché pharmaceutique, biochimique également, un petit peu montré du doigt pendant la pandémie de Covid, parce que pas mal des labos autour duquel il y avait des suspicions leur appartiennent. Je dis ça, je dis rien. On est à environ 6 à 7 milliards de dollars de fonds. Après, encore une fois, je pense que il passe un petit coup de fil, il demande un petit peu de thunes, il doit le trouver assez facilement. Mais pareil, on est sur Wolverhampton, par contre, des présidents qui sont très discrets. Parce que c'est rarement eux qu'on met en avant, c'est plus les agents qui créent on va dire le buzz autour de l'équipe, avec une seule et même nation souvent représentée. Parce que, si Wolverhampton joue dans le championnat portugais, ça ferait pas tâche, quoi.
Oui, c'est pas faux. Et ça, c'est plutôt marrant parce que du coup, vraiment des présidents qu'on voit, qu'on voit en tout cas très rarement ou auxquels on entend parler très rarement. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit résumé un peu de tout ce qui se passait en première ligue au niveau de ces présidents-là. On se rend compte une grosse domination US, Ouais. clairement. Un petit peu comme si c'était un jeu, on vient un peu comme une sorte de Monopoly, on vient, on met un peu d'argent, donc on se rend compte qu'en fait, l'américanisation des choses, un peu comme les franchises US, ça a beaucoup marché avec la Première Ligue. C'est-à-dire qu'ils ont tous investi un maximum, pas forcément pour faire du bénéf, parce qu'on voit bien, c'est difficile de vendre ses parts ensuite, c'est difficile de trouver des repreneurs. Il y a eu beaucoup de Russes pendant un moment. Bon, là, Oui. maintenant, avec la situation actuelle, malheureusement, c'est compliqué pour eux d'y être encore. Mais voilà, on avait bien sûr, évidemment, Roman Abramovich Bah oui. avant, illustre et en tout cas président central avant de la Première Ligue, parce qu'on en parlait énormément. Il était très, très actif également. Voilà, ça c'est à peu près tout pour mon petit tour de président. Est-ce que tu as quelques questions, des choses? Ouais, ben alors déjà, merci, parce que c'était très complet. Ouais. C'était très complet, et très intéressant. C'est un épisode qui m'a foutu un peu le cafard. Ah, bah, pardon. Non, mais parce que les sommes sont dingues. Ouais. Et c'est vrai que... alors attention, on se fait pas d'illusions. On va pas dire que la Première Ligue, c'est un championnat populaire. C'est le championnat le plus riche du monde. Mais waouh, ouais, quand on voit du coup, chaque club appartient en fait à des consortiums. C'est plus à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est ça, c'est fini. Mais c'est aussi un peu ce que je voulais montrer en fait, c'est que c'est pas le bisounours, mais je veux dire, l'époque où on s'imagine le président très proche, voilà, comme je disais au début, de sa fanbase, machin, ça c'est révolu, c'est malheureusement terminé. Et ouais, le monde il est comme ça maintenant. Ouais, mais par contre, à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la différence d'implication et de gestion. On a des présidents, comme tu dis, qui sont très présents, d'autres qui sont complètement en retrait, et on a des clubs qui travaillent très bien. Et finalement, il y a des clubs où l'argent, en fait, on le ressent même pas, parce qu'ils arrivent je trouve, à garder une identité, à travailler intelligemment. Et puis il y en a qui font clairement n'importe quoi. Et c'est pas forcément lié aux fortunes, c'est pas forcément lié à l'implication, parce qu'il y a des présidents qui s'impliquent et qui font ça bien, et d'autres qui s'impliquent qui font n'importe quoi, et inversement. Donc par contre, c'est intéressant. C'est intéressant, comme quoi je pense qu'il n'y a pas de règles établies. Mais oui, de toute façon, aujourd'hui en Première Ligue, pour avoir un club en Première Ligue, c'est des fonds incroyables. Mais ouais, c'est... Peut-être qu'on aura un jour un club un club en tout cas en PL ou qui appartient à ses supporters. J'y crois peu, mais tu vois, on va dire une partie des supporters, une partie à un président avec une fortune, tu vois, mais ça se fait beaucoup dans les lower divisions. Il y a pas mal de clubs qui arrivent encore à appartenir à leurs supporters. Donc sportivement, ça peut un jour faire quelque chose, mais est-ce qu'après ils sauront rester au niveau des autres? C'est ça qui est plus compliqué. Là, et puis c'est plus difficile. Et puis à partir du moment où tu ouvres la porte à des États, ça devient très compliqué. Là, il y en a 2 déjà, donc ça devient vraiment très difficile. Quand on voit l'exemple allemand marche, fonctionne, pour la plupart des clubs, ils continuent alors qu'ils appartiennent, je crois, à 50% ou à 51% normalement à leurs sociaux. Il y a un truc comme ça, ouais. Il me semble que c'est la règle de base, et puis après, c'est des investisseurs qui mettent le restant. Mais je pense qu'il peut y avoir un modèle où ça fonctionne. Jusqu'à présent, c'est pas le cas en Première Ligue, et puis on le voit bien, c'est uniquement des hommes d'affaires. Il y a peu de place pour des gens qui sortent d'un autre profil ou qui sortent du foot directement. Il y en a quelques-uns. Il y en a un peu, Brighton et Brentford notamment. Oui, typiquement. Et puis même, on va dire, Crystal Palace, parce que pareil, il est très très attaché au club. Donc il y a des contre-exemples. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il n'y a pas vraiment de loi ni de règles en PL, mais je trouve que par exemple en France, on fait encore contre-exemple directement. La Ligue 1, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de présidents historiques, tu vois. Ouais. C'est vrai. Ça pose 2 questions. Ça pose la question des fonds souverains qui sont illimités, comme tu dis, même si des galaxies américaines, et puis ça pose des questions de multipropriété. Ouais, la grosse question aujourd'hui, elle est là aussi. Parce que s'il y a une chose, je vois pas comment on peut limiter les fonds, même si maintenant ils mettent en place des fair play financiers pour essayer d'équilibrer un petit peu les chances. C'est quand même, on a vu qu'on pouvait contourner ces choses-là. On le voit très bien avec Chelsea et avec City. La vraie question qui se pose un jour à une régulation, c'est la multipropriété. Oui, parce que on l'a bien vu là avec l'exemple que j'ai cité, mais enfin c'est quasiment, en fait maintenant il y a quasiment, en Première Ligue, il n'y a quasiment pas de clubs qui sont pas en multi, quoi.
J'avoue que je sais pas toujours quoi en penser. J'ai une partie de moi qui me dit, bah de toute façon, il y a toujours eu de l'argent dans le foot, ça dépend des époques, Oui. mais dans les années 90, il y avait moins d'argent parce qu'il y avait moins d'argent tout court Mhm. dans les business, mais ça a toujours été une histoire d'argent. Donc il y a une partie de moi qui me dit, tant que tu prends du plaisir sur le terrain et que l'identité est à peu près respectée, bah voilà. Et puis il y a aussi une partie de moi qui me dit, le football, c'est pas non plus, c'est pas ça qu'on aime aussi, tu vois. Mais en vrai, j'en sais rien. Je trouve que c'est hyper dur de se positionner là-dessus. J'ai l'impression que soit en fait tu fermes les yeux et tu manges ce qu'on t'offre à manger, soit tu te révoltes, mais dans ce cas-là, en fait, il faut être cohérent et se révolter contre tout. Et c'est dur de se positionner dans ce monde-là. T'as complètement raison, et puis enfin, nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle, enfin, tu vois ce que je veux dire dans un sens, nous, ce qu'on veut, c'est voir des jolies matchs de foot et tout, et le côté vertueux là-dedans, je suis pas sûr que ça puisse être à Non, 100%. alors le côté vertueux dans le sens où d'où viennent les fonds, etc., je pense que là-dessus, personne ne se fait Hmm. d'illusions. Non, moi je parle plus en termes d'identité, de Hmm. respect des Oui, supporters, bien sûr. etc. À partir du moment où tu arrives, où tu fais des changements contre l'avis des Hmm. supporters, que ce soit en termes de couleurs, de logo, de stade, même sportivement, quand tu vois Manchester, sportivement, aujourd'hui tu es supporter de Manchester, tu es en déprime, c'est plus cet aspect-là. Tant que je trouve que tu respectes le sport et l'institution. Ouais, de toute façon, oui, le côté vertueux de où vient l'argent, je pense que là-dessus, il faut absolument, c'est valable à toutes les grandes entreprises, à tout. C'est plus ce côté-là où, voilà, parce que si on te donne du spectacle, mais qu'à côté, on fait n'importe quoi, tu vois, moi, c'est plus ça, c'est plus ce Ouais, ouais, respect non, de l'identité des institutions. Après, oui, de toute façon, c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire de com, aussi, beaucoup, hein, bien parce que sûr, bien ce sûr. qu'on considère, nous, des fois, comme bien, en fait, c'est juste qu'ils communiquent bien. Tu vois, ça a été le cas à Leeds, ça a Mm. été le cas à Liverpool, c'est le cas pour Tottenham. Tu vois, les logos, ils commencent un petit peu à changer, les choses changent tout Ouais. doucement, mais c'est encore une fois parce qu'ils ont une stratégie globale, Mm. enfin, surtout de rentabilité. C'est ça, au final, le Ouais. vrai problème. À un moment donné, la première ligue, enfin, maintenant, elle commence à être tellement puissante en tant que marque que du coup, tout le Mm. monde veut essayer d'en tirer de l'argent, du profit. Donc voilà, et puis nous, on le sait, on a bien vu l'évolution il y a quelques années, Mm. en quelques années de la première ligue également. Donc, en fait, en allant chercher, je me faisais des constats dans ma tête en me disant, waouh, ça a Mm. vraiment changé, tu vois. Je pensais à Blackburn, tu vois, Ouais, typiquement. ouais. Alors, Blackburn, quand il gagne le Mm. titre, c'est pareil, hein, c'est un mec, fortune Oui, oui. personnelle et tout, mais c'est une petite usine, tu vois. Enfin, c'est une petite usine. Oui. Non, mais je vois ce que C'est tu veux dire. une usine Mais britannique, pour mais l'époque, c'est énorme. oui, voilà, c'est énorme parce que lui, il a mis beaucoup plus d'argent que Mm. les autres et tout machin. Mais ce que je veux dire, c'est que ça restait plus ou moins, on va dire, un peu familial, tu vois. Là Mm. maintenant, on parle de fonds souverains, de machin. C'est compliqué, quoi. Je pense qu'à mon avis, le tournant, il se fera un jour sur une ligue européenne. Hmm. C'est-à-dire que la première ligue, tant qu'elle restera comme ça, peut-être qu'il y aura de plus en plus d'argent, mais on arrivera toujours à garder cette essence même qui fait qu'on aime la première ligue, même s'il y en a qui disent que ça a changé et tout. Hmm. Nous, on continue de se régaler. Je pense que le tournant, il sera là. C'est que si un jour, il y a les projets de Super League, tout ça, Ouais. parce que ça revient encore sur la table et c'est un peu la suite logique des choses. Je pense que le tournant, peut-être un jour, se fera là. C'est-à-dire que si un jour, ces projets-là vont au bout, parce que c'est une poule aux œufs d'or et que voilà, Oui, c'est peut-être que des gens comme nous, c'est là que le tournant se fera. hmm, je Parce pense, que je ouais. sais pas, je te donne un exemple. Alors, je fais de la spéculation, hein. Hmm. Mais imagine, demain, voilà, Super League, bam, ils relancent le projet, c'est parti, on fait une ligue fermée à l'américaine, championnat, playoff, tout ça. Liverpool et Tottenham sont dans le truc, et tu sais, limite, ça casse le côté, genre, tu sais, il y a une grosse cassure, genre, bon, bah, il y a la Ligue européenne, espèce de NBA du foot, Hmm. et puis les autres clubs anglais. Imagine que les clubs anglais qui participent à ça sortent du championnat. Toi, tu fais quoi en tant que supporter Tottenham? Tu te bouffes cette Super League américaine en regardant Tottenham Non, ou non. ou tu vas regarder le championnat anglais et Ah non, une autre non, petite équipe? j'arrête et Hmm. je suis autre chose. Enfin, je suis autre chose, je suis une autre. Tu restes sur le foot Ah ouais, anglais, ouais, bien mais sûr. voilà. Et En ben, fait, c'est pas parce que c'est pas mes valeurs. bah, je suis comme toi. Donc ça veut peut-être, Hmm. tu sais que ça veut peut-être dire que notre supporterisme a peut-être une date de péremption. En fonction de comment parce qu'on supporte tous les deux quand même des grands clubs, Ouais, bien sûr. des géants, hein. C'était pas forcément le cas au moment où on a commencé. Enfin, si, ça a toujours été des grands clubs, mais Oui. enfin, toi et moi, je veux dire, moi, quand je supportais Liverpool au début, tout le monde se foutait de ma gueule, hein, parce Mhm. qu'ils étaient mauvais. Toi, bah, ça continue. Mais ce que je veux dire, Ouais. c'est que t'imagines, c'est-à-dire que Ouais, bien sûr, oui. notre supporterisme a peut-être une date de péremption en fonction de comment le football va évoluer et en fonction de la direction que peut-être vont prendre ces clubs-là. C'est fou quand même C'est de se fou, dire ouais. ça. Mais c'est pas être vieux réac, tu vois, enfin, en tout cas pour moi de penser comme ça. C'est simplement qu'à un moment donné, en fait, on aime le football anglais surtout. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Enfin,
les valeurs qu'elles ont, Oui. l'ambiance, la ferveur, tout L'ancrage ça, enfin, dans la exactement. société, dans la vie des gens, Tout tout à ça. fait. L'histoire qu'il y a autour, enfin, Tout à fait. parce que le storytelling a été fait. Nous, on suit la première ligue moderne depuis 80, après 92 évidemment, mais je veux dire ce format-là, et ce format-là, il était réfléchi comme ça, tu vois. Donc non, moi, si un jour c'est le cas, bah, très honnêtement, ça me brisera le cœur, mais non, je pourrais pas continuer à supporter une équipe qui décide d'aller jouer, de consommer un truc qui ressemble plus à ce que à ce que je me fais dans ma tête, tu vois. Donc ouais, clairement. Mais je savais que tu pensais la même chose que moi. Enfin, ouais, bah moi je suis comme toi. Je sais que c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent. Parce que quand je trouve que Liverpool encore vraiment est un club qui arrive encore à faire certaines choses mieux que d'autres, tu vois, et ça me rassure, tu vois. Mais je me dis des fois, si j'étais supporter d'un autre club, je réfléchirais vraiment quand je vois comment les choses évoluent. C'est clair. Et évidemment, quand tu supportes un club, c'est pour la vie. Hein. Je veux dire, moi, c'est tatoué sur mon bras, hein, tu vois. Mais si demain, il y en a sur une espèce de ligue fermée avec je sais pas, on parle beaucoup de changement de règles, de choses comme ça. Ben ouais, ça change beaucoup de choses. Je peux comprendre que certains supporters se détournent, comme à Manchester, se détournent parce que ça correspond plus à leurs valeurs en fait. Mais ça, là, c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour on pourra faire une émission là-dessus, mais ça m'a fait penser à ça aussi, tu vois. Ouais, mais je comprends complètement. Et puis c'était un peu aussi ce que je voulais soulever et commencer aussi un petit peu à aborder, parce qu'on en parle de façon lancinante, mais un peu de parler aussi un peu des multis, quoi. C'est vrai. Ben oui, tout à fait. Ça, c'est une vraie question. Je peux comprendre qu'un supporter de Strasbourg, parce que si demain Strasbourg se qualifie pour la Ligue des Champions et Chelsea aussi, et que du coup ils peuvent pas la jouer, ben tous les gens qui aujourd'hui, tous les supporters de Strasbourg qui taillent les ultras, on en reparlera. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'ils s'organisent différemment. C'est clair. Ok, écoute, bon, c'est toujours bien. On arrive toujours à débattre un petit peu après sur des émissions comme ça. Merci en tout cas, Damien, pour la préparation de cette émission qui était vraiment très intéressante. Merci à vous pour votre fidélité et votre écoute. Bon, vous le savez, vous pouvez nous retrouver partout, toutes les plateformes, YouTube, etc., les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire vivre cette émission, c'est ce qui nous aide le plus. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Vive le foot anglais, vive les saucisses au petit-déj à 13 € au premier in. C'est déjà pas mal. Allez, à très vite, bye bye. Allez, ciao.